Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre le vote du projet de loi sur la prévention des risques. C'est la transposition de plusieurs directives européennes, en particulier sur la question des OGM. Actuellement, les autorisations de mise sur le marché sont très souvent bloquées au niveau européen en raison de divergences entre États membres. Les États ne peuvent s'opposer aux autorisations qu'en invoquant des mesures d'urgence, comme ça a pu être le cas pour la France. Cette directive laisse aux États la possibilité d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire sur la base de différents critères d'intérêt général. Mais le texte suscite plusieurs critiques ici au Sénat. D'abord, le caractère disparate de ces critères. Ensuite, le fait que cette directive marque d'une certaine façon l'abandon d'un principe fondamental du droit européen, l'harmonisation des réglementations. Et puis enfin, et c'est bien sûr l'opinion des écologistes, ce texte fait l'impasse sur plusieurs questions importantes, comme l'étiquetage des denrées alimentaires issues d'animaux nourris aux OGM ou le seuil d'OGM autorisé dans les semences et les produits. Tout de suite, donc, on écoute cette séance. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la COP21 se déroulera dans un délai de 35 jours. Elle constitue un rendez-vous très important pour la France, mais aussi pour le monde. En effet, les chefs d'État assisteront dès le début à la COP21 pour affirmer leur engagement à aboutir à des engagements clairs en faveur de la lutte contre le changement climatique. Je vous propose aujourd'hui d'adopter un projet de loi qui permet d'adapter à notre droit national des dispositions issues du droit européen ou d'en améliorer l'efficacité. Je remercie le rapporteur, M. Michel Raison, ainsi que les membres de la Commission du développement durable qui ont examiné les dispositions qui ont été proposées dans ce texte de loi. Ces dispositions visent à transposer ou à adapter des dispositions législatives adoptées au niveau européen dans des directives ou des commissions européennes relatives à la prévention des risques et plus généralement visant à la protection de l'environnement. C'est notamment le cas de la sécurité des forages pétroliers en mer, dont l'accident de la plateforme Deepwater Horizon en 2010 est resté dans les mémoires. Le désastre écologique a été sans précédent aux États-Unis. On estime le volume de pétrole répandu à 4,9 millions de barils, soit 780 millions de litres dans le golfe du Mexique. Il a conduit la Commission européenne à adopter une directive en 2013 pour harmoniser et renforcer les dispositions applicables dans les États membres de l'Union. Actuellement, l'activité offshore en France vise à l'exploration au large de la Guyane française et dans les terres australes et antarctiques françaises. Concernant les organismes génétiquement modifiés, un seul organisme génétiquement modifié avait fait l'objet d'une autorisation de mise en culture au niveau européen. En effet, de nombreux États membres se sont historiquement opposés à la mise en culture sur leur territoire. C'est notamment le cas de la France, qui avait pris plusieurs arrêtés d'interdiction qui se sont révélés très fragiles juridiquement. En effet, le Conseil d'État a régulièrement censuré les dispositions adoptées dans ces arrêtés. La loi du 2 juin 2014 a finalement interdit la culture de maïs génétiquement modifié. Il reste toutefois à aller plus loin dans la sécurité juridique des actes qui peuvent être pris par le gouvernement sur la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés. C'est le sens de la proposition que je soumets à votre validation. En transposant les dispositions de la directive de mars 2015, vous renforcerez la position de la France sur ce dossier. Le premier titre du projet de loi concerne la sécurité des forages pétroliers en mer. Les articles de la loi qui vous sont soumis permettent de modifier la législation française afin de renforcer la protection de l'environnement et de mieux protéger les activités de pêche concernées, au premier titre par les risques posés par l'exploration ou l'exploitation pétrolière. Deuxièmement, d'améliorer les procédures de contrôle de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et de mieux informer le public sur les risques posés par l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en mer, notamment en cas d'incident ou d'accident. L'entreprise qui sollicite un permis exclusif de recherche ou une demande de concession d'exploitation d'hydrocarbures devra ainsi être en mesure d'indemniser rapidement des dommages causés aux tiers en cas d'accident majeur. La loi impose la rédaction d'un rapport sur les accidents majeurs décrivant l'ensemble des moyens mis en œuvre pour limiter les risques d'accident et les mesures prévues en cas de situation d'urgence. La loi permet également
d'étendre le champ de la directive sur la responsabilité environnementale aux forages pétroliers qui ont lieu sur le plateau continental et en zone économique exclusive. Il sera donc appliqué un régime de responsabilité sans faute de la part de l'exploitant. Il ne sera pas ainsi nécessaire de conduire des procédures juridiques longues pour lui demander de réparer des dommages environnementaux. Dans son titre 2, ce projet permet de transposer la directive relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise sur le marché des équipements sous pression et de procéder aux adaptations nécessaires concernant les procédures de contrôle de ces équipements préalablement à la mise en marché et le renforcement de sanctions en cas d'infraction. L'article 12 comprend des dispositions transposant les exigences législatives de la directive du 23 juillet relative aux équipements destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne. L'Assemblée nationale a modifié les dispositions concernant les modalités de contrôle de ces équipements dans les entrepôts à terre en les alignant sur celles existant en mer. Dans son titre 3, le projet de loi modifie les dispositions relatives aux produits chimiques. Un premier domaine concerne les gaz à effet de serre fluorés utilisés dans les systèmes de climatisation, qu'il s'agisse de la climatisation des bâtiments ou des systèmes de réfrigération utilisés dans l'industrie et notamment dans l'industrie agroalimentaire. Les fluides utilisés aujourd'hui sont de puissants gaz à effet de serre susceptibles de participer de façon significative au réchauffement climatique. La législation européenne qui a été adoptée et qu'il s'agit de transposer prévoit de réduire l'utilisation de ces fluides de 80% dans les 15 années à venir en leur substituant des fluides plus respectueux de l'environnement et du climat. Les dispositions proposées visent à mieux contrôler la mise sur le marché de ces fluides en visant à réduire ainsi progressivement les quantités distribuées chaque année. Le second domaine est celui des produits biocides. Il s'agit de produits chimiques destinés à supprimer les organismes nuisibles comme les bactéries, les virus, les insectes ou les rongeurs. Ils sont utilisés à la fois par le public, comme les insecticides ou les bactéricides, ou par l'industrie ou les services, par exemple, pour éviter la présence de bactéries dans les réseaux de chauffage. Le droit européen prévoit que chaque produit fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché après un processus d'évaluation scientifique et technico-économique. Le projet de loi prévoit que l'ANSES devient l'organisme chargé à la fois d'évaluer les substances et de délivrer les autorisations de mise sur le marché, alors qu'auparavant, l'administration devait délivrer une autorisation sur la base d'un avis de l'ANSES. Il s'agit donc d'une simplification pour les entreprises. Cette organisation est retenue désormais par le gouvernement pour d'autres domaines similaires, par exemple pour les produits phytosanitaires ou les médicaments, ainsi que par les autres États membres. La ministre de l'Écologie conserve néanmoins la possibilité de revenir sur les décisions de l'ANSES afin que la puissance publique puisse assumer la plénitude de ses responsabilités. Ce projet de loi est aussi l'occasion de supprimer une ancienne procédure française qui fait double emploi avec la procédure obligatoire au titre du règlement européen. Dans cette procédure, l'ANSES n'évaluait que l'efficacité des produits sans examiner l'impact sur la santé ou sur l'environnement. Les produits précédemment autorisés pourront continuer à être commercialisés sans procédure particulière s'ils sont conformes aux exigences du règlement européen. Le titre 4 du projet de loi permet à la France de mettre en œuvre les dispositions de la nouvelle directive sur la mise en culture des OGM. Le président de la République s'est engagé à conserver un moratoire sur la culture des OGM en France. La directive de mars 2015 a créé 2 étapes. Une première phase, que l'on peut qualifier d'amiable, permet à la France de demander à une entreprise de renoncer à inclure le territoire français dans le champ géographique de la demande. La ministre de l'Écologie a signé des courriers à toutes les entreprises en août dernier. À la suite de cette demande, et dans le délai de réponse établi par la directive, aucune d'entre elles n'a indiqué qu'elle souhaitait maintenir le territoire français dans le champ géographique de sa demande. D'autres entreprises pourraient toutefois à l'avenir ne pas donner une suite favorable à ce type de demande. Le projet de loi instaure alors une deuxième étape, plus juridique, lors de laquelle
des mesures nationales d'interdiction peuvent être prononcées sur la base de motifs plus larges qu'auparavant. Je souligne que les dispositions qui vous sont soumises concernent la mise en culture des OGM. Un autre règlement, en cours de révision, s'applique à la mise sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale. Certains amendements qui ont été déposés visent plus spécifiquement la mise sur le marché d'OGM ou de produits à base d'OGM. Nous aurons l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Le titre 5 permet de clarifier les procédures de déclaration de bénéfices d'intériorité pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Je défendrai au nom du gouvernement un amendement qui vise à assurer la continuité de certains projets énergétiques ou d'infrastructures dans le cadre de la nouvelle procédure d'autorisation unique au titre de la loi sur l'eau. Le titre 6 comprend une disposition sur la lutte contre le changement climatique permettant de compléter la transposition de la directive européenne concernant le marché de quotas de gaz à effet de serre. Ce projet de loi participe et vise à sécuriser certaines pratiques industrielles ou commerciales. Il vise à transposer des dispositions issues du droit européen, mais il vise plus généralement à harmoniser nos pratiques vis-à-vis de nos voisins européens tout en assurant un haut niveau de protection de la sécurité et de l'environnement. C'est pourquoi je souhaite que vous adoptiez les dispositions présentées dans ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Michel Raison, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, pardon, je ne vous ai pas salué. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est de nature un peu particulière, vous l'aurez compris. Cette spécificité l'attire de deux causes, qu'elles soient intrinsèques ou contextuelles. La première cause, qui est d'ailleurs positive, puisqu'il s'agit du deuxième DADU, puisque c'est ainsi qu'on le nomme désormais les projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, examinés par le Parlement dans le domaine de l'environnement. Cela confirme que nous sommes entrés dans une ère nouvelle pour les politiques publiques environnementales. Elles sont désormais un champ à part entière de transposition du droit européen et d'action pour les pouvoirs publics, ce dont nous pouvons nous réjouir. La deuxième cause à cette spécificité, c'est la nature même d'un texte de transposition dont l'examen au Parlement peut s'avérer un peu frustrant pour le législateur, étant donné le caractère souvent très technique des dispositions proposées, mais aussi parce que la marge de manœuvre qui nous est laissée est relativement faible. Une fois ces remarques faites, j'ajoute simplement, et cela ne vous surprendra pas, Monsieur le ministre, que le calendrier d'examen de ce texte, qui aborde un nombre important de sujets, était contraint et que je peux le déplorer. Cependant, je sais qu'il y a urgence à transposer la plupart de ces directives, mais venons-en maintenant au fond du texte, si vous le voulez bien. À titre principal, ce projet de loi transpose deux directives européennes récentes visant à améliorer la prévention des risques. La directive du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, dite directive offshore, et la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mise en marché d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Il adapte en outre notre droit national à la réglementation européenne en matière de produits et équipements à risque, de prévention et de gestion des déchets et de produits chimiques. L'état d'esprit qui a présidé à nos réunions de commission a été de ne pas succomber à la tentation de la surtransposition. Et nous avons choisi la voie de la simplification et de l'allègement des contraintes pour les opérateurs économiques concernés. Le titre premier vise pour l'essentiel à transposer les dispositions de la directive offshore du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. Si l'accident de Macondo dans le golfe du Mexique en avril 2010
a conduit toutes les compagnies à des révisions systématiques des installations existantes. Une modernisation du cadre législatif plutôt ancien qui encadre ces opérations est aujourd'hui nécessaire. Le titre premier apporte ainsi des garanties supplémentaires quant aux capacités techniques et financières que doivent posséder les entreprises pour faire face aux risques et aux conséquences de leurs projets, ou encore quant aux informations des autorités publiques sur les risques de danger majeurs de tels ou tels travaux. La Commission n'a apporté aucune modification à ce titre qui assure une transposition fidèle de la directive. Je m'arrêterai cependant un instant sur l'article 9, relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures et de gaz naturel, qui a fait débat en commission. En effet, depuis la transposition en droit français de la directive Seveso III, ces stockages relèvent de la législation sur les installations classées, les ICPE, et non plus du code minier. Après avoir entendu en audition les représentants de l'industrie gazière, j'ai considéré que les spécificités des activités de stockage souterrain justifiaient de maintenir les phases d'arrêt de l'exploitation et de suivi de l'après-mine dans le champ du code minier. En effet, l'arrêt du stockage et l'après-mine soulèvent en effet des problématiques de gestion du sous-sol profond relevant pleinement des activités minières et qui sont mieux encadrées par le code minier. J'ajoute que cette option apporterait une plus grande sécurité aux exploitants. En effet, avec la législation ICPE, ces derniers pourraient théoriquement rester responsables ad vitam aeternam des résidus de gaz, alors que le code minier, qui est très exigeant sur le cahier des charges de ces fermetures, ne leur impose pas, ce qui reviendrait à dire d'ailleurs que dans le bilan même de l'entreprise, on devrait garder des réserves à vie, ce qui affaiblirait même la valeur de l'action des entreprises. Cet amendement n'a pas été retenu par la Commission pour des histoires d'équilibre de commission en fonction de l'heure avancée à laquelle on a passé cet amendement, mais mon collègue Rémy Pointereau a redéposé cet amendement. Nous vous l'exposerons tout à l'heure. Nous serons attentifs à la réponse que vous nous apporterez sur ce point, Monsieur le ministre. Le titre 2 transpose les dispositions relatives aux produits et équipements à risque. La Commission a adopté 4 amendements corrigeant des erreurs rédactionnelles ou de coordination, et je vous en proposerai un nouveau tout à l'heure sur l'article 11. Concernant le titre 3, relatif aux produits chimiques, je m'arrêterai un instant sur les articles 14 à 16 qui concernent les produits biocides. En France, c'est aujourd'hui l'ANSES qui se charge de l'évaluation de ces produits et c'est le ministère de l'Écologie qui délivre les autorisations sur la base des avis transmis par l'ANSES. Le projet de loi modifie les compétences de l'ANSES afin que cette agence réalise non seulement les évaluations de produits biocides, mais procède également à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations de mise en marché. Notre commission n'a pas modifié cet article. Au départ, un certain nombre d'entre nous, dont je faisais partie, auraient pu être un peu réticents, mais après avoir bien étudié le dossier, nous a semblé qu'il permettait au pouvoir public de conserver la main, puisque le ministre conserve un droit de veto. Il semble également que l'ANSES soit prête à exercer cette nouvelle mission pour les biocides, comme elle l'a déjà fait pour les phytosanitaires avec lesquels on manque certes un peu de recul, mais la réorganisation des services nous rassure. Surtout qu'il s'agissait d'une mesure de simplification pour les entreprises qui mettent en marché ces produits. Donc tout ce qui peut apporter de la simplification au niveau des entreprises, on ne peut y être que favorable. Le titre 4 transpose la directive du 11 mars 2015 relative à la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés sur leur territoire et qui laisse aux États la possibilité d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire sur la base de critères d'intérêt général, à savoir la politique environnementale, des critères sociaux, économiques, agricoles ou encore l'ordre public. Ce que je trouve, pour ma part, c'est que c'est assez éloigné d'une objectivité scientifique et qui, par peur du trouble de l'ordre public qu'on puisse interdire un OGM, ça me choque quelque peu.
parce que ça peut encourager des hors-la-loi à continuer de détruire des recherches sur notre propre territoire. Et je ne parle pas de recherche d'organismes de pays étrangers, mais des recherches de notre INRA national. Et donc je trouve ça assez grave qu'on puisse utiliser cet argument. Les articles 18 et 19 inscrivent donc dans notre droit la nouvelle procédure qui se décline en 2 phases. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Ministre, avec une première phase, la France qui peut demander aux pétitionnaires que sa demande d'autorisation d'un OGM n'inclut pas le territoire national. Et je suppose, en vous écoutant, que la réponse qui a été faite par ces semenciers, c'est pour un produit donné et non pas une réponse générale pour tous les produits à venir. La phase 2, en cas de refus du pétitionnaire, ou si la France n'a pas formulé la demande en phase 1, l'État pourra restreindre ou interdire la mise en culture de l'OGM en question sur le territoire national pour les motifs cités précédemment. Si nous n'avons pas d'autre choix que de transposer cette directive, je regrette, comme je l'ai dit en commission, qu'elle marque d'une certaine manière un abandon du principe pourtant fondamental en droit européen d'application uniforme et harmonisée des réglementations. Avec ce texte, certains États cultiveront des OGM, d'autres n'en cultiveront pas, et la France pourra continuer de perdre de la compétitivité. Et quid de la recherche, en particulier toujours celle de l'INRA, parce que si on n'en cultive plus dans notre pays, forcément, la recherche se fera dans d'autres pays. Ce texte pose aussi la question cruciale du seuil d'OGM autorisé dans les semences et les produits, avec une mise en œuvre différenciée des autorisations de mise sur le marché d'OGM entre les États membres et une circulation toujours plus grande des semences entre les États, et cette question va retrouver toute son importance. J'avais proposé à la Commission de supprimer la demande de rapport de l'article 19 ter sur les risques de contamination des cultures conventionnelles et biologiques, dans la mesure où il est déjà prévu par le Haut Conseil pour les biotechnologies, mais je n'ai pas été suivi non plus par la Commission. Enfin, je ne m'étendrai pas sur les titres 5 et 6, qui n'ont appelé aucune modification ni aucun commentaire particulier de la part de notre Commission. Je m'arrêterai ici en espérant avoir mis en relief les points les plus importants de ce texte, et nous aurons évidemment l'occasion de revenir au cours des débats sur tous ces sujets, et je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Avant de passer la parole à Michel Le Squarniec, simplement de vous prévenir, nous allons essayer de faire une prolongée. Voilà. Donc la parole est à Michel Le Squarniec. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, le projet de loi qui nous est soumis nous propose de transposer plusieurs directives européennes dans le domaine de la prévention des risques. La première de ces directives concerne la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, dite directive offshore. Son adoption date de 2013 et fait suite à l'accident de la plateforme mobile Deepwater Horizon survenu lors du forage du puits de Macondo et la plus importante marée noire de l'histoire du golfe du Mexique. Cet événement dramatique a mis en lumière l'insuffisance d'encadrement des conditions de forage et d'extraction, les lacunes du système de contrôle nationaux comme celle de l'industrie pétrolière et gazière dans son ensemble, et l'inadaptation des moyens d'intervention dans ce type de situation accidentelle. La directive tend donc à augmenter la sécurité de ces opérations, à s'assurer que l'exploitant dispose des capacités techniques et financières nécessaires pour faire face aux différents impacts et dangers induits par son activité. L'activité offshore de la France, elle, a été principalement marquée dans la période récente par les explorations au large de la Guyane française, par les sociétés Tullow, Shell et puis Total. Des permis de recherche sont également en cours de validité dans le canal du Mozambique. Les autorisations délivrées sont déjà très encadrées sur le plan législatif et réglementaire. Nous ne pouvons que saluer la transposition stricte de la directive dans notre droit interne. Toutefois, nos interrogations portent sur l'opportunité de poursuivre ces opérations, ou plus exactement de les situer dans la perspective d'une transition énergétique dont l'un des objectifs essentiels est de tourner la page des énergies carbonées. À cet égard, il est intéressant de noter que cette directive ne questionne jamais la pertinence de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures offshore. De plus,
Son objet spécifique est la prévention, la réaction et la mise en jeu de la responsabilité environnementale dans le cas extraordinaire d'un accident majeur. Elle ne vise pas directement la prévention de la pollution ordinaire résultant de ces activités en mer. La logique industrielle reste donc la même. En outre, un incident environnemental majeur ne tombe dans le champ d'application de la directive qu'à une double condition. Premièrement, qu'il cause ou soit susceptible de causer des dommages qui affectent gravement l'environnement, et deuxièmement, qu'il résulte d'un fait générateur causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves. On a du mal à comprendre pourquoi un incident affectant gravement l'environnement n'est considéré majeur que lorsqu'il cause ou risque très probablement de causer des décès ou des dommages corporels nombreux. Avec ce critère, des catastrophes environnementales très graves, comme celles provoquées par les navires Erika au large de la Bretagne en 1999 ou Prestige en 2001 et l'Amoco Cadiz en remontant dans le temps en 1978 au large du Finistère, vous vous souvenez de Port-Salle, n'auraient pas été considérées comme des accidents majeurs dont la Bretagne a beaucoup souffert. Enfin, la limitation de la directive à la prévention et à la réaction aux seuls accidents qualifiés de majeurs ne va pas sans poser de problème, car, s'agissant des incidences futures, il est impossible de savoir a priori s'ils auront des effets majeurs ou pas. Il aurait été plus logique d'adopter une directive visant à prévenir tous les accidents lors d'opérations pétrolières et gazières en mer et à en limiter leurs conséquences. La transposition de plusieurs autres directives nous est proposée, comme les produits biocides, mais je m'attarderai uniquement sur les dispositions relatives à l'encadrement de la mise en culture des organismes génétiquement modifiés. Une première directive a été adoptée en mars 2001, mais elle n'était pas satisfaisante. Aucune majorité qualifiée au Conseil européen ne se dégageait lors des processus d'autorisation de mise sur le marché, ce qui revenait à donner le dernier mot à la Commission européenne. Les gouvernements ne pouvaient alors déroger à ces autorisations que dans le cadre de mesures d'urgence ou des clauses de sauvegarde prévues par la réglementation. Il ne pouvait s'agir que de mesures temporaires fondées sur la démonstration d'un risque grave, mettant en danger de façon manifeste la santé ou l'environnement. Il convenait donc de donner aux États de nouveaux moyens pour interdire la culture d'OGM dès lors qu'ils en avaient la volonté. Avec la directive dont nous parlons, un État membre peut désormais demander, lors d'une sollicitation de mise sur le marché d'un OGM ou d'un groupe d'OGM, que son territoire national en soit exclu, selon des modalités que définit le projet de loi dans ses articles 18 et 19. Ils pourront interdire la culture d'OGM sur leur territoire sur la base de critères d'intérêt général, liés notamment à la politique environnementale, à l'aménagement du territoire, à l'affectation des sols, aux incidences socio-économiques, à la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits, à la politique agricole ou à l'ordre public. Il s'agit là d'une évolution considérable dans la mesure où chaque État membre a ainsi la possibilité de tenir compte du contexte national où peuvent exister des raisons légitimes mais non liées à la santé ou à l'environnement de restreindre ou d'interdire la culture d'un OGM. Enfin, dans le cadre de ce nouveau dispositif, les États membres ont désormais l'obligation de lutter contre la dispersion transfrontalière de l'OGM. Incontestablement, il s'agit d'une avancée en matière de respect des souverainetés nationales, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Toutefois, cet équilibre trouvé pourrait être remis en cause dans le cadre de l'accord de libre-échange du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement négocié entre l'Union européenne et les États-Unis. D'une part, via le mécanisme de la coopération réglementaire qui vise à harmoniser les procédures en dehors de tout contrôle politique et le règlement des différends, d'autre part. La coopération réglementaire permettrait en effet à des administrateurs américains et européens d'avoir un droit de regard sur les normes à venir et les normes passées, et de les évaluer au regard de leurs impacts sur le commerce. Rien ne nous garantit que les législations restreignant les cultures OGM ne soient dénaturées par cette coopération. Le système d'arbitrage privé, lui, permettra aux multinationales de porter plainte contre les réglementations des États jugées abusives. Déjà présent dans plusieurs traités bilatéraux ou internationaux de libre-échange, ce mécanisme vise à introduire le droit pour les entreprises d'attaquer un État devant un tribunal arbitral. Ainsi,
une multinationale qui verrait interdire l'accès de ces OGM au territoire national d'un État membre de l'Union européenne et qui en aurait souverainement décidé ainsi, pourrait demander des compensations susceptibles de s'élever à plusieurs millions de dollars et qui seraient prises dans la poche des contribuables par l'intermédiaire, bien sûr, du Trésor public. Ainsi, l'encadrement de la mise en culture des OGM et la liberté des États seraient menacés. C'est pourquoi, si ce texte va dans le bon sens, il nous faut rester vigilants et sans doute encore pendant très longtemps. Je vous remercie. Merci, Monsieur Le Squarnec. La parole est à Odette Herviaux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon intervention portera essentiellement sur le titre 1 et 2. Ma collègue Nelly Tocqueville fera la suite. La transposition de textes européens a parfois été, on l'a encore entendu tout à l'heure lors de nos débats, source de débats animés pointant carences, retards, distorsions ou autres symptômes de nos particularités françaises, pour ne pas utiliser d'autres mots. Pourtant, Monsieur le Ministre, l'examen du présent projet de loi en fournit heureusement le parfait contre-exemple. Il s'agit en effet d'un texte rigoureux qui a bénéficié d'un travail législatif de qualité qui évite les écueils de la surtransposition, au point qu'il a été adopté à l'unanimité en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je tiens ici à saluer l'expertise et la modération de notre rapporteur, qui a su très souvent faire autour de lui l'unanimité. Ce projet de loi fait notamment suite au DADU du développement durable que nous avons examiné en 2013 et pour lequel j'avais été nommé rapporteur de notre commission. Et à l'époque, j'avais déjà insisté sur le fait que la crédibilité de notre pays au sein de l'Union européenne et partant son influence réelle dépendent aussi de sa capacité à transposer en temps et en heure l'abondante législation communautaire pour l'appliquer effectivement. Rappelons en effet que le délai limite de transposition de la directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer était fixé au 19 juillet 2015. Nous ne sommes pratiquement pas en retard, Monsieur le Ministre, je crois que c'est une bonne chose. Ce projet de loi contribuera donc à renforcer la parole de la France, tout en consolidant l'arsenal législatif garantissant l'exploration et l'exploitation éco-responsable des ressources minières offshore, l'emploi et l'environnement. C'est un enjeu particulièrement important pour les années à venir. Je commencerai tout d'abord par l'article 9 qui, à mon avis, favorise à cet égard la lisibilité de l'application de ces nouvelles règles en rationalisant les références aux dispositions du Code minier et du Code de l'environnement pour les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le débat, mes chers collègues, puisque c'est le seul point sur lequel nous n'étions pas d'accord avec notre rapporteur. Le processus de sécurisation des opérations pétrolières et gazières en mer confirme par ailleurs le caractère stratégique des espaces maritimes. En effet, et cela a été rappelé très souvent ces derniers temps, les mers et les océans constituent l'un des piliers de notre patrimoine naturel et l'une des conditions de possibilité de notre avenir commun, qu'il s'agisse de la régulation climatique ou encore de la production d'oxygène. Nous avons donc tous un devoir de vigilance extrême sur ce qui se passera en mer. Je veux donc avant tout retenir de ce projet de loi l'élargissement et l'approfondissement du principe pollueur-payeur, auquel nous sommes particulièrement attachés, pour peu qu'il soit juste, efficace et bien pensé. L'affirmation de la responsabilité écologique et financière des entreprises concernées s'avère d'autant plus justifiée que, comme l'a dit le rapporteur, seuls les majors ou certaines compagnies nationales disposent réellement de la capacité technique et financière nécessaire pour mener des opérations offshore d'envergure. Nous ne pouvons plus en effet accepter la logique qui a souvent prévalu de privatisation des profits financiers et de socialisation des pertes écologiques. L'article 1er et l'article 2 conditionnent ainsi la délivrance d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux à la prise en compte de ce principe pollueur-payeur en cas d'accident majeur et au déploiement des moyens nécessaires à l'indemnisation rapide,
des dommages causés aux tiers. À quelques semaines de la conférence de Paris sur le climat, l'attention portée aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier va par conséquent dans le bon sens. L'extension des dispositions relatives à la survenue d'un accident majeur à toutes les entreprises enregistrées sur le territoire national, prévue à l'article 5, dans l'esprit de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères des entreprises donneuses d'ordre qui sera examinée le 18 novembre prochain, l'extension donc des garanties, le renforcement des sanctions prévues à l'article 6 bis en harmonisant celles applicables aux espaces terrestres et maritimes, ainsi que l'élargissement prévu à l'article 8 du champ d'application du principe pollueur-payeur aux espaces marins des eaux intérieures, de la zone économique exclusive et de la mer territoriale en intégrant les préoccupations sanitaires et écosystémiques, confirme bien ce processus de responsabilisation accrue. Aussi symbolique soit-elle, la prise en charge des frais d'intendance supportés par l'administration pour l'inspection des installations offshore prévue à l'article 6 va aussi dans le même sens. L'article 3 garantit quant à lui la prise en compte effective des dangers majeurs, sans oublier leur dimension psychosociale, grâce à la consultation des représentants des travailleurs. Autant de décisions fortes et bienvenues pour notre pays qui détient le deuxième domaine maritime au monde. S'agissant du programme de vérification indépendante visé à l'article 4, il faut noter la responsabilité partagée des propriétaires et des exploitants. Le projet de loi propose sur ce point une transposition stricte de la directive afin de limiter le risque de contentieux avec la Commission européenne, étant par ailleurs entendu que la procédure française prévoit de toute façon un contrôle par l'administration et que le vérificateur retenu ne pourra en rien appartenir de près ou de loin à l'opérateur concerné, même si nous prenons bien sûr et nous soutenons que les contrôles internes sont eux-mêmes nécessaires. Aussi salutaires soient-elles, ces évolutions législatives ne doivent cependant pas nous faire oublier le durcissement féroce mais nécessaire de la réglementation américaine depuis la catastrophe écologique qui s'est produite dans le golfe du Mexique. On peut notamment penser aux outils de surveillance directe installés sur les plateformes et pilotés depuis la terre afin d'anticiper les risques. Comme elle l'avait fait après le drame de l'Erika, il reviendra donc, Monsieur le ministre, à la France de continuer à faire avancer la réflexion en Europe autant que de besoin sur ces sujets cruciaux, même s'il est tout à fait nécessaire à la croissance de l'économie bleue. Je crois qu'il convient de respecter, là aussi, encore une fois, les principes du développement durable. Je vous remercie. Merci, Madame Odette Herviaux. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Ronan Dantec. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est donc un projet de loi assez touffu et très technique que nous examinons aujourd'hui et sur lequel, cela a été rappelé, nous avons quand même assez peu de marge de manœuvre, c'est de la transposition. Nous sommes justement favorables à la majeure partie de ces transpositions. Je n'ai évidemment pas le temps de dire un mot sur chacune d'entre elles, mais c'est notamment effectivement le cas de la directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières. Il nous semble effectivement important que l'Europe renforce dans son droit l'intégration des risques environnementaux de l'exploitation pétrolière, qu'elle vérifie la solidité financière des groupes pétroliers et exige plus de transparence, notamment les retours d'expérience sur les accidents constatés. Je rappelle aussi, ça a été dit avant moi, que l'accident de BP dans le golfe du Mexique s'est soldé par 20 milliards de dollars d'indemnités pour mettre fin aux poursuites engagées par les États-Unis, qui en tirent aussi les conséquences dans leur propre droit. Je voudrais juste dire que, malgré tout, on voit bien qu'on a là une législation différente suivant les territoires. Et surtout l'absence de législation pour un certain nombre de territoires pour la haute mer, et qu'une harmonisation juridique serait évidemment nécessaire, puisque le pétrole, lui aussi, ne respecte pas les frontières et la zone économique européenne.
C'est un sujet qui est sur la table, qui est aussi sur la table avec l'adoption d'un objectif de développement durable sur la mer à New York en septembre. On peut rêver d'une organisation mondiale des océans. On sait qu'on en est encore loin, mais on voit bien là la part d'incohérence entre être extrêmement rigoureux, exigeant quand c'est dans la zone économique européenne et quand c'est dans l'Arctique, en haute mer. Là, évidemment, c'est un peu la loi de la jungle qui continue de prévaloir. Et puis je dirais aussi, mais Michel Le Scornec l'a dit avant moi, qu'il n'y a pas d'exploitation éco-responsable du pétrole. La seule exploitation éco-responsable du pétrole aujourd'hui, c'est de le laisser au fond de la mer et dans la terre. Nous soutenons aussi la directive sur la baisse des gaz à effet de serre fluorés, dont la transposition a été enrichie à l'Assemblée nationale par un amendement écologiste. Le montant de la sanction en cas de dépassement de quota fixé à 75 € pourra évoluer corrélativement à l'évolution de la composante carbone de la TICPE, pour laquelle la loi sur la transition énergétique fixe maintenant une trajectoire à 100 € en 2030, suite à l'adoption d'un amendement que nous avions défendu avec succès au Sénat. Sur ce point, le Sénat a fait l'objet de plus d'ambition que l'Assemblée nationale, autant le souligner. Je ne reviendrai pas sur beaucoup d'autres dispositions techniques pour garder du temps, évidemment, sur ce point, Monsieur le Ministre, bien plus complexe, qui est la directive OGM, et je souhaite donc m'attarder particulièrement sur cette question. Depuis le début du parcours législatif à Bruxelles, les écologistes ont dénoncé les dangers de cette directive, qui propose au final un régime d'autorisation à la carte. Pour nous, écologistes, c'est par des politiques européennes plus fortement intégrées et harmonisées que nous répondrons aux défis actuels, et bien en particulier sur le plan environnemental. La politique énergie-climat, à quelques semaines de la COP, en est un bon exemple. L'Europe ne pèse que unie, et sinon, elle n'a pas capacité à peser sur les grands choix. Ici, donc, on va faire exactement le contraire, en laissant chaque État membre le choix d'autoriser ou d'interdire la mise en culture d'OGM sur son territoire. Nous regrettons que nous répondions ainsi à une situation de blocage qui existait entre les États membres sur ce sujet, et nous répondons donc quand même fondamentalement par moins d'Europe. Cette renationalisation va contre le sens de l'histoire et va certainement poser énormément de questions juridiques et environnementales auxquelles ni la directive ni la transposition ne répondent vraiment. C'est notamment le cas des risques de contamination transfrontalière. Que se passera-t-il si des OGM autorisés dans un pays contaminent un champ qui se trouve de l'autre côté de la frontière? Bon, même si bien évidemment nous savons que comme les nuages radioactifs, les OGM respectent les frontières, néanmoins, où seront les responsabilités? C'est une vraie question. Je me réjouis donc de l'adoption d'un amendement écologiste à l'Assemblée nationale sur la commande d'un rapport au gouvernement sur ces différents risques de contamination. Il a survécu au Sénat malgré quelques tentatives, monsieur le rapporteur, pour le supprimer, et je crois vraiment, Monsieur le Ministre, qu'il y a urgence à réaliser cette étude de risque et à en décliner les conclusions, notamment en termes juridiques. Et donc nous nous réjouissons aussi de l'annonce qui a été faite par Madame la Ministre avec Stéphane Le Foll d'exclure 9 maïs OGM du territoire national en anticipation de l'application de cette directive. Mais vous l'avez compris, nos inquiétudes restent donc fortes aujourd'hui sur le dispositif et nous ne voterons donc pas le titre 4 du projet de loi en état. Nous proposerons néanmoins plusieurs amendements pour l'améliorer substantiellement. Je présenterai ainsi un amendement pour renforcer l'information et la consultation des citoyens. Je crois que c'est un point clé aujourd'hui sur lequel j'ai évidemment pas le temps de m'étendre, mais il est important d'avancer sur l'idée d'un consomme-acteur, c'est-à-dire d'un citoyen qui a capacité à exprimer ses opinions dans ses actes de consommation. C'est un vrai progrès démocratique réel pour redonner aux citoyens cette capacité d'agir, et on sent bien que ça inquiète beaucoup sur ces questions-là, de laisser le citoyen en situation d'être réellement informé. Et donc je crois que notamment, il faut qu'il soit informé sur ses consommations de viande, ses consommations animales, sur qu'est-ce que l'animal a mangé. C'est à lui de pouvoir choisir. Je conclus pour dire que donc il y a des enjeux forts sur l'étiquetage, qu'il y a une contradiction de dire qu'on reprend la maîtrise au niveau national sur les autorisations, mais qu'on laisse à Bruxelles
l'ensemble des cadres sur l'étiquetage. Donc il faudra avancer sur le dépassement de ces contradictions. Et donc ces inconnus font que nous ne pourrons pas voter l'ensemble de ce texte et nous nous abstiendrons du fait du volet OGM. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dantec. Monsieur François Fortassin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon intervention aura une tonalité légèrement différente de celle de mon prédécesseur, car j'ai noté quelques incohérences dont je vais vous faire part. En général, lorsqu'on interroge les citoyens sur des sujets techniques aussi pointus, on a beaucoup plus de chances d'aboutir au populisme qu'à une prise de position populaire. Et il faut aussi peut-être se garder d'un certain nombre d'affirmations qui, en définitive, sont démenties par les faits. On nage en pleine hypocrisie. J'en citerai une qui est déjà assez ancienne. J'étais à l'époque président d'une commission syndicale forestière dans les Pyrénées et on m'avait dit « il faut que vous nous donniez un demi-hectare de terrain pendant quelques années pour mesurer les conséquences de Tchernobyl ». Ce que l'on sait, c'est que le nuage de Tchernobyl n'est pas arrivé dans les Pyrénées. Mais entre la frontière franco-allemande et les Pyrénées, on n'avait pas fait une seule mesure. Aujourd'hui, c'est la même chose sur les OGM. Bien entendu que je suis de ceux qui, comme vous tous, sont très sensibles au fait que s'il faut protéger avant tout notre santé. Mais je vais vous donner une avancée, puisque il y a 3 ans, j'ai fait passer un projet de loi à l'unanimité, qui n'a jamais eu de transposition d'ailleurs, qui consistait à dire que les bovins sont des herbivores et en tant que tels, ils doivent manger de l'herbe. Et qui doivent être nourris, sinon exclusivement, essentiellement, à l'herbe et au foin. Pourquoi? Parce que la viande et le lait sont de meilleure qualité si le bovin a mangé de l'herbe et s'il a mangé du foin. Et en plus, on évite le lessivage des sols. Emparez-vous de cela, les écolos. Je serai à vos côtés, mais je ne vois rien de tel. Écoutez, j'en lis assez. Bon, ensuite, c'est quand même, si ce n'était pas tragique, ça serait à mourir de rire. La viande qu'on importe du Brésil ou des États-Unis est découpée, prédécoupée. Donc, il n'y a pas d'analyse, puisque les analyses ne peuvent véritablement se faire que sur les carcasses. J'ai aussi fait, en son temps, une étude sur l'élevage ovin avec notre éminent collègue Bailly, et on a découvert qu'on importait des carcasses venues d'Australie et de Nouvelle-Zélande et qu'on les importait comme viande fraîche 3 mois après l'abattage. Mais on n'a jamais pu savoir ce qu'on mettait pour conserver ces carcasses en l'état à peu près convenable. Voilà en définitive quelques éléments qui font que notre groupe votera ce projet de loi parce qu'on ne peut pas être hostile à certaines évolutions, mais nous gardons cependant une très grande prudence quant à certaines affirmations. Si on me dit que les OGM sont dangereux pour la santé,
je signe immédiatement pour les supprimer de façon radicale. Il ne peut pas en être autrement. Mais si on m'explique qu'aujourd'hui, on n'a pas la certitude que les OGM soient extrêmement dangereux pour la santé, et si ça permet de mieux nourrir la population du globe, dont 2/3 ne mangent pas à leur faim, je révise quelque peu ma position. Ensuite, je regrette que ce texte ait fait une part assez modeste en ce qui concerne l'eau que nous buvons tous les jours. Or, avec tout ce que l'on balance dans les réservoirs et tout ce qu'il y a dans les nappes phréatiques, on peut s'interroger pour savoir si ce n'est pas plus dangereux de boire de l'eau, un verre d'eau tous les matins, que de manger une orange OGM qui viennent du Maroc ou du Brésil. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est plutôt une prise de position citoyenne de quelqu'un qui est un béotien, comme je l'ai été toute l'après-midi d'ailleurs, sur les différents autres sujets, mais ça ne l'empêche pas quand même de réfléchir quelque peu et de vous dire qu'il y a des choses qu'on a acceptées à la fin du siècle dernier et qu'on n'accepterait jamais aujourd'hui. Le canal de la Neste, qui permet de faire en sorte que le Gers ne soit pas un désert. Quand on puise 14 mètres d'eau seconde dans le canal de la Neste pour le faire passer vers les rivières gersoises, il ne reste plus que 3 mètres cubes d'eau dans la Neste, et pour autant, les Hauts-Pyrénéens n'ont pas le sentiment qu'il y a là une catastrophe écologique majeure. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui le faire? Je réponds non. Merci, Monsieur François Fortassin. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Pierre Medevielle. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce projet de loi est le deuxième texte de transposition de directive et d'adaptation d'ADU au règlement européen dans le domaine du développement durable. Il a précédé par la loi du 16 juillet 2013, il a été précédé par la loi du 16 juillet portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Nous constatons bien avec ce deuxième texte que les problématiques liées au développement durable deviennent prioritaires pour le législateur européen. Comme le soulignait notre rapporteur, désormais, les politiques publiques environnementales sont devenues un champ à part entière de la transposition du droit européen. Ce projet de loi se concentre sur le sujet de la prévention des risques et poursuit ainsi le travail entamé par la transposition commencée en 2013. Il vise essentiellement à transposer 2 directives, la 2013-30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, adoptée à la suite de l'accident que vous avez tous évoqué, survenu sur la plateforme mobile Deepwater Horizon le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique. Le but est bien sûr d'améliorer la protection de l'environnement marin et des zones côtières, ainsi que d'établir des conditions de sécurité minimales pour les installations d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz en mer. Ce texte améliorera également les mécanismes de participation et d'information du public en cas d'accident. Et la directive 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 qui a modifié la directive 2018 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Les titres 2 et 3 concernent les produits et équipements à risque ainsi que les produits chimiques, notamment les exportations et importations de produits chimiques dangereux comme les gaz à effet de serre fluorés. Autre point important, le dispositif de délivrance des autorisations de mise sur le marché, AMM, et d'utilisation des produits biocides régi par le règlement UE du 22 mai 2012. En effet, un transfert va être opéré sur le modèle des médicaments vétérinaires et des produits phytopharmaceutiques, puisque la compétence de délivrance de ces autorisations va être donnée à l'ANSES, qui résulte, vous savez, de la fusion de l'AFSAPS, de l'AFSET, laquelle est seulement chargée pour le moment de l'évaluation. Monsieur le ministre, vous avez parlé de simplification. Moi, je suis pour la simplification générale,
J'ai peur que ce soit une simplification dangereuse. Moi, ce transfert me pose un problème, puisque l'ANSES devient du même coup, dans de nombreux domaines, juge et partie. Quand on sait que les crédits affectés à l'ANSES, comme la plupart des crédits prévention des risques, connaissent une baisse régulière et que l'ANSES fait réaliser certaines de ses études par des grands groupes, pour moi, un problème majeur d'éthique peut apparaître. Certains organismes avec qui je travaille, dans le cadre du HCB, dont je fais partie, comme les services de médecine du travail, ont d'ailleurs déjà tiré la sonnette d'alarme quant à cette situation. Le titre 4 transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars modifiant la directive en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes